tous. Je suis Monica Macedo-Rouet. Je travaille depuis septembre 2013 comme maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Et j'ai travaillé auparavant pendant 8 ans et demi au Centre national de documentation pédagogique à Poitiers, à l'Agence des usages des TIS. Avant encore, j'ai travaillé pendant 7 ans à l'Université de Campinas, parce que je suis brésilienne, donc l'une des 3 universités publiques de l'État de São Paulo. C'est encore une autre histoire. La question qu'on m'a demandé d'aborder ici aujourd'hui, c'est celle finalement de l'impact du numérique sur l'apprentissage. Et c'est une question qui est très discutée en colloque, dans les réunions, dans les rencontres sur les TIS comme celle-ci, mais finalement assez peu abordée dans les études sur le terrain. Concrètement, à 8 ans au CNDP, j'ai rarement vu des études, des retours d'usage qui s'intéressaient réellement à l'apprentissage. En général, on se contente des questions sur la fréquence d'usage, sur la satisfaction des utilisateurs, et l'apprentissage est finalement peu abordé dans ces études-là. Apprentissage, c'est une notion complexe qu'il est difficile de traiter en détail ici, mais je pense que de manière très générale, on peut la définir comme l'acquisition des connaissances pour s'adapter à son environnement. Ça demande un changement de comportement de l'élève, et donc vérifier bien qu'il y a des connaissances nouvelles qui sont acquises en lien avec les connaissances anciennes déjà et avec les nouvelles informations qui sont présentées. Quand on pense donc à l'efficacité du numérique pour l'apprentissage, dans ce sens-là, il y a généralement tout un imaginaire que l'on fait sur cette efficacité du numérique. Une tendance à penser que parce qu'on a accès à des ressources extrêmement sophistiquées, nouvelles, très interactives, on a forcément un gain d'apprentissage, alors que ce n'est pas vrai dans toutes les situations. Il y a beaucoup de situations et des tâches pour lesquelles le numérique peut nous aider à apprendre, mais il faut savoir sous quelles conditions. Parce qu'il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on peut se retrouver dans la difficulté. Et on imagine souvent que parce qu'on a accès à une multitude de ressources et d'outils, on imagine que plus c'est mieux et parfois plus c'est moins. Donc je vais vous montrer ici 2 exemples qui proviennent de scénarios pédagogiques, qui sont par ailleurs des scénarios intéressants avec plein d'aspects bien construits. Mais juste pour vous parler d'un point très précis. Donc 2009, nouveau programme de géographie, il faut étudier son espace proche, décrire son environnement. Alors là, tout de suite, bien sûr, on pense à cette énorme masse d'informations que l'on a disponible aujourd'hui sur Internet, à partir des portails qui nous offrent des cartes et des plans, et du géo, IGN, Google Earth, Google Maps, donc qui plus est gratuit, et toutes les opportunités que l'usage de ces ressources extrêmement riches pourrait représenter pour les élèves dans la salle de classe. Donc, c'est vrai qu'il y a des tas d'opportunités à saisir sur l'usage de ces ressources-là, mais il y a aussi certaines conditions. Par exemple, si on regarde sur cette carte, utilisée avec des élèves de CE2 dans le contexte d'une tâche de localisation de sa propre ville, de la ville où travaillent ses parents par rapport à la ville où se situe l'école. Donc on voit bien devant une image de ce type-là la difficulté que cela peut représenter pour un élève de CE2 de lire tous les mots qui sont sur cette carte afin de localiser le bon mot qui est demandé par l'enseignant. Il y a beaucoup d'informations, il y a une surcharge et ça va très probablement nécessiter un temps conséquent pour la recherche d'informations, pour la lecture de toutes ces informations, et aussi une difficulté de mémorisation. On pense que plus la carte, plus l'image est riche en informations, plus l'élève retient. Or, il y a toute une littérature, des tas d'études montrant que sur des images plus épurées, il y a plus de chances de garder en mémoire ces informations-là. Donc, voilà un exemple où
toute proportion gardée et tout autre élément retenu par ailleurs, l'utilisation d'une image peut aussi entraîner quelques difficultés. Un autre exemple, réalisation ou usage des globes virtuels en rapport avec des images, des cartes plus traditionnelles, comme le planisphère, utilisé depuis toujours en classe de géo. Donc là, on est face à un usage sans entrer dans le détail de la réalisation des exercices, mais ces deux types de représentation de la Terre, on sait, de par des études, qu'elles entraînent aussi différents types de compréhension. Par exemple, l'image du globe terrestre, la possibilité aussi de le manipuler, favorise la compréhension dans des tâches de circumnavigation, où il faut savoir comment aller d'un point à l'autre, comment on se déplace sur le globe terrestre, alors que le planisphère va plutôt entraîner une compréhension des fuseaux horaires, la différence horaire entre un point et l'autre dans la Terre. Donc, selon comment on utilise ces deux images en parallèle pour faire la même chose, est-ce qu'on utilise le planisphère pour, dans le globe virtuel, localiser certains points et ensuite les représenter sur le planisphère, il peut y avoir une interférence dans la compréhension des sujets par l'élève. Donc, voilà comment ces images, ces ressources-là qui sont potentiellement très intéressantes pour l'apprentissage peuvent aussi potentiellement poser quelques difficultés d'apprentissage. Même chose quand on pense à l'accès à l'information sur Internet. Et là, on arrive sur un exemple de l'enquête PISA 2009. On se dit accès à l'information, c'est plus de possibilités de construire des liens entre ces informations et plus de possibilités de construire des nouvelles connaissances, de faire des liens, de faire des nouveaux rapports entre les choses. Et là, vous avez un exemple d'un exercice. Donc, PISA, c'est les élèves de 15 ans, fin de la scolarité obligatoire, qui demandent justement la mise en rapport de certaines informations et la production d'un message écrit pour un destinataire. Je vais vous lire ici, rapidement, la consigne qui était donnée pour cet exercice-là. Vous avez deux copies d'écran. La première copie, ici, c'est le blog d'une adolescente, comme ceux qui passaient le test, l'examen. Le deuxième, c'est la page d'un site qui était accessible via ce blog. La consigne demandait aux élèves de lire le blog de Malou à la date du 1er janvier, donc localiser le post du 1er janvier, aller sur le site jeveuxaider.org, celui qui est représenté en bas, pour trouver une proposition de bénévolat pour Malou. Utiliser la fonction de mail de la page détail de la proposition pour informer Malou de cette proposition. Dans le mail, expliquez pourquoi cette proposition devrait lui convenir à votre avis. Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour envoyer votre mail. Alors, il y a 42% des élèves qui réussissent ce type de questions. Moins de la moitié des élèves sont capables, de manière complète, du début jusqu'à la fin, d'identifier la bonne information, de la mettre en rapport avec les objectifs de Malou qui sont exprimés sur son blog et de composer un message clair pour ce destinataire qui est Malou, puis de l'envoyer. La tâche prend relativement beaucoup de temps, plus de 3 minutes en moyenne, ce qui est beaucoup pour l'enquête PISA parce qu'ils ont plusieurs exercices à faire, le temps est limité. Et le problème, c'est que beaucoup d'élèves naviguent entre les pages, ils n'arrêtent pas de cliquer, ils vont de droite à gauche et finalement, ils passent assez peu de temps sur les pages pertinentes. Donc cet exemple-là nous montre que la simple exposition des élèves et le fait même qu'on les regarde naviguer et qu'on a l'impression qu'ils sont très à l'aise dans la consultation et l'usage d'Internet ne veut pas dire forcément qu'ils ont appris quelque chose derrière. Donc ce n'est pas l'exposition ni l'accès à cet outil-là qui a changé quelque chose pour leur apprentissage. Néanmoins, ce type de tâches, ce sont des choses qui s'apprennent, sur lesquelles on peut former les élèves. Mais il est nécessaire de réfléchir à cette formation. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment il faut former les élèves, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre pour que, justement, ils soient des lecteurs plus compétents en utilisant les technologies numériques. Pour conclure, donc,
le sens de ma présentation, je pensais de dire, le premier message que je voudrais passer, c'est que l'outil en soi n'a pas d'impact sur l'apprentissage. Ça a été dit aussi dans les autres présentations, mais on le dit de manière parfois très différente aussi. En tout cas, ce que les différentes recherches permettent de constater de manière assez claire, puisque maintenant on a plusieurs décennies derrière nous d'usage de ces outils dans l'éducation, c'est que le simple fait de donner accès n'a pas un impact sur l'apprentissage nécessairement. Et à partir de là, les questions qui pourraient se poser, du point de vue d'une collectivité par exemple, c'est quand on veut décider de quels outils mettre à disposition de nos élèves, peut-être que la première question à se poser, c'est pas quel est l'équipement que je vais mettre, mais quel est mon objectif ? Comment je veux améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, quelles sont les priorités, et c'est à partir de là que l'on commence à réfléchir sur quel est l'équipement qui répond au mieux à ces priorités-là. Même chose pour, du point de vue de l'enseignant, quelles sont les ressources et les outils qui permettent d'accomplir mes objectifs pédagogiques. Encore du point de vue de l'enseignant plus particulièrement, mais pourquoi pas dans une réflexion pour la collectivité territoriale aussi, l'usage pédagogique du numérique, pour qu'il y ait un apport sur l'apprentissage, nécessite souvent une simplification, montrer l'essentiel, diriger l'attention de l'élève. C'est lié à un besoin de compréhension de l'élève, c'est pas simplement une parole dans le vide. Donc, peut-être que stimuler, inciter les enseignants à la course aux armements, essayer d'utiliser toujours plus le numérique, toujours plus de choses, n'est peut-être pas la bonne stratégie au vu de ce qu'on sait sur l'impact des images que je vous ai montrées sur l'apprentissage. Donc peut-être qu'il vaut mieux se placer dans une réflexion sur comment guider l'attention de l'élève afin qu'il retienne l'essentiel et arrive bien à construire de nouvelles connaissances à partir de ce qu'il sait déjà et à partir de ce qu'on lui présente avec le numérique. Puis, troisième message, c'est que pour savoir quel est l'apport du numérique pour l'apprentissage, il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est réellement d'observer et d'évaluer selon des critères objectifs, ne pas se contenter juste de ce que disent les élèves, ni même de ce que disent les enseignants, ni de leur satisfaction. C'est important, la satisfaction aussi, mais ce n'est pas la seule variable. C'est important d'observer ce qui se passe aussi. Ça peut paraître un peu une évidence, mais on apprend beaucoup en observant les élèves. On apprend beaucoup sur ce qu'ils font, et souvent, l'observation et l'évaluation selon des critères objectifs manquent dans nos études, dans les études qui existent et qui sont aujourd'hui disponibles sur les usages du numérique.